mesdames et messieurs les membres du public, mes chers amis, parce qu'il est le héros que Gotham mérite, mais pas celui dont nous avons besoin. Nous le pourchasserons. Voici ce que disait le commissaire Gordon en évoquant Batman. Mais attention à l'hypocrisie des honnêtes gens. Oui, et cela vaut pour tout le monde. Prenons par exemple le mythe de Gygès que nous raconte le philosophe grec Platon. Souvenez-vous de ce berger au service du roi de Lydie qui, promenant son troupeau, aperçut dans le fond d'une crevasse un homme, un cadavre, au doigt duquel se trouvait un anneau. Pensant ne faire de mal à personne, il prit l'anneau et le porta, jusqu'au jour où il se rendit compte que cet anneau était magique. En effet, en tournant le chaton de l'anneau, il devenait invisible. Fort de cette découverte, et bien qu'étant honnêtement un homme sincère, il usa de ce pouvoir jusqu'à tuer le roi et prendre sa place auprès de la reine et sur le trône. Morale de l'histoire, même un homme honnête est usé par le pouvoir. Et oui, Montesquieu nous l'avait dit en son temps, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. C'est pourquoi il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et c'est de là que vient la séparation des pouvoirs législatifs, le pouvoir d'édicter des normes générales, le pouvoir exécutif, le pouvoir d'exécuter ces mêmes normes, le pouvoir judiciaire, le pouvoir de régler les litiges. Car on le sait, un homme qui détiendrait plusieurs de ces fonctions serait un tyran. Rappelez-vous les théories de John Locke au XVIIe siècle. Mais aussi l'approche cinématographique de Bryan Singer, le réalisateur du film X-Men, sorti le 21 mai dernier. En effet, dans ce dernier, Mystique, une métamorphe capable de prendre à sa guise l'apparence de toute personne qu'elle voit et qu'elle touche, pourrait ainsi se transformer en un président des États-Unis, ou même en un président du Sénat, ou encore du Congrès. Alors, la séparation des pouvoirs s'applique-t-elle aux super-héros? Et oui, cette question est gênante à plusieurs égards. En effet, j'ai tout d'abord cru à un vilain jeu de mots. En effet, ma réponse aurait été brève. Cela fait un moment que la valse du pouvoir a fait partir Jean-Marc Ayrault. Mais non, ce sont bien des super-héros dont nous parlons. Oui, de ces héros, de ces personnes qui jouissent d'une renommée publique, soit du fait de leurs exploits ou alors de leur morale. Tel un abbé Pierre, sauveur des pauvres, ou alors un Cousteau, sauveur de la faune marine. Oui, de ces super-héros, de ces héros au degré supérieur, notamment parce qu'ils sont dotés de super-pouvoirs. Non, désolé, les sous-marins et les meubles usagés ne sont pas des super-pouvoirs. Mais oui, de ces personnes dont les cellules génétiques sont à un stade avancé de l'évolution, au point de transformer le génome humain. C'est ainsi qu'ayant transmis à ses deux fils l'étrange pouvoir d'une symétrie, M. Bogdanov est devenu, à son insu, père de héros. Écoutons à ce sujet le professeur Charles Xavier, fondateur de la célèbre école de X-Men. La mutation, c'est la clé de notre évolution. C'est elle qui nous a menés de l'état de cellule à celle de l'espèce dominante sur notre planète. Le processus est long et remonte à la nuit des temps. Mais tous les 200 ou 300 000 ans, l'évolution fait un bond en avant. Oui, nous parlons de ces Hulk, Spider-Man, Batman ou encore Wonder Woman. Et pas seulement de ceux qui sont passés à la marnivelle, qu'ils soient rouges, bleus et jaunes, ou encore rouge et bleu, ou encore noir, qu'ils soient dotés de super pouvoirs, comme Superman, ou non, comme Batman, qu'ils détiennent d'instruments ou d'armes surnaturelles, comme Green Lantern, avec sa bague, pensez au mythe de Gygès, ou Wolverine, avec ses griffes en adamantium, qu'ils commandent des esprits, ou le métal,
ce sont de tous ces héros dont nous parlons. En revanche, les usurpateurs, parés d'un vulgaire bandeau troué sous les yeux, ou encore d'un chapeau et d'une cape noire, combien même ils posséderaient une épée et une monture, et porteraient un nom signifiant renard en espagnol, n'en font pas partie. Sachons raison garder. Pas comme la programmation du dimanche soir de France 3 depuis 20 ans. En effet, le Z, c'est une lettre réservée aux méchants. Donc, pas de Dragon Ball Z non plus. À l'instar de Charles Baudelaire, selon lequel on voit toujours plus de choses à travers une fenêtre fermée qu'à travers une fenêtre ouverte, je vous laisse imaginer l'existence de ces super-héros, de ces symboles qui pourtant nous entourent constamment. Persisteriez-vous dans un doute splénéen quant à leur existence, que je vous apporterai des indices de celle-ci? Prenons, par exemple, cette ambassadrice, Madame France Gall, qui, en 1979, nous affirmait formellement, lors de son audition par les services de la Starmania, ce qui suit. Son regard a croisé mon regard, comme un rayon laser. J'ai été projeté quelque part, ailleurs que sur la Terre. Cette femme était formelle lorsqu'elle disait qu'il venait de Monopolis. Peut-être voulait-elle dire Métropolis. Aurait-elle vu Superman, l'homme doté d'un rayon laser rétinien, ou capable de voler jusque dans les moindres recoins de l'univers? De même, prenons ce prophète, Friedrich Nietzsche, dont les leçons nous laissent à penser qu'il a aperçu un super-héros. Où est l'éclair qui léchera de sa flamme? Voici, je vous enseigne le surhumain. Il est cet éclair. C'est clair, aurait-il vu Flash, l'homme capable de se déplacer à la vitesse de la lumière? Comprenez bien l'enjeu de la reconnaissance de leur existence. Dotés d'une morale supérieure, les super-héros n'abusent pas de leur super-pouvoir. Cependant, imaginez un peuple uniquement de super-héros. La séparation des pouvoirs lui serait-elle utile? Maniant lui aussi les stars, après un dîner avec le célèbre historien Marvel, un certain George Lucas, super-politologue, je m'en souviens, c'était un jeudi, a brouillonné sur une feuille volante un récit oublié. Voici ce qu'aurait pu devenir l'histoire d'une saga à propos de guerre et d'étoiles. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, la République kryptonienne connaît de nombreux tourments. Le Haut Conseil scientifique s'engouffre dans des discussions politiques sans fin, et de nombreux pouvoirs dissidents commencent à émerger. Puissant et intouchable, le Haut Conseil impose par la force à 3 scientifiques de garder le silence sur la proche implosion du noyau de Krypton. Refusant de céder à cette injonction, 2 de ses opposants furent, pour l'un pacifique, lobotomisés, et pour l'autre, plutôt belliqueux, emprisonnés dans la zone fantôme. Juste avant que la planète Krypton implose, le dernier de ses opposants parvient à envoyer son fils Kal-El à destination de la Terre. Celui-ci deviendra Superman, le dernier espoir aux multiples pouvoirs. D'après ce récit oublié de l'auteur de Star Wars, même à un peuple doté de super pouvoirs, les abus n'échappent pas. Mais c'est qu'en réalité, le super-héros n'est jamais placé parmi ses semblables. Pour être précis, parfois il est subitement placé dans la situation de bouc émissaire. Les citoyens, ne comprenant pas son action, se mettent à réclamer que son sang soit versé pour le bien commun. Alors, on prétexte d'une pécadille du super-héros pour déclarer son cas pendable. On cherche son extermination, sa désintégration, sa déstructuration par la séparation de ses super-pouvoirs. Car on le pense, tout corps qui ne connaît pas la séparation des pouvoirs n'a point de constitution. Cependant, le plus souvent, le héros
est l'unique comparé à ceux qui l'entourent. Il est pour eux un symbole, d'où sa qualification de super-héros. Oui, ce n'est pas là un palindrome, j'en conviens. Le super-héros est en effet le reflet des potentialités d'un homme normal, exagéré dans un individu, tantôt torturé par l'apprentissage de ses facultés hors normes, tantôt triomphant de ses victoires sur l'injustice. Son humilité et sa compassion sont retenues de tous. « Je vous ai compris », affirme-t-il à la foule délivrée du mal. Alors la question sous-jacente est celle de l'impunité, des personnes jouissant d'un certain prestige ou d'une certaine dominance de fait. Ces personnes sont-elles au-dessus des lois et de la séparation des pouvoirs? On ne se souvient que trop bien des propos de Napoléon III après son coup d'État. Vous avez compris que j'étais sorti de la légalité pour entrer dans le droit. Alors, dissonance ou consonance avec les propos d'un général libérateur? Mais en somme, un Superman peut-il se contenter de sauver le monde sans respecter la répartition des pouvoirs, en arguant de sa faculté naturelle, supérieure et prétendument morale? Peut-il bafouer les lois? Peut-il se substituer au monopole de la violence légitime? Peut-il juger lui-même? Pour redonner à chacun sa raison et son rôle, Descartes nous a donné la méthode de son discours. Dubito ergo sum. Je doute, c'est donc que je suis. Il en déduisait que le bon sens est la chose la mieux partagée du monde. Alors ainsi, certains vous diront en allant plus loin, possum ergo debeo. Je peux, alors je dois. C'est notamment la pensée de Loisel, qui peut et n'empêche, pêche. Mais cela ne reviendra-t-il pas à la loi du plus fort, du plus potent, du plénipotent et de l'omnipotent? Est-ce bien là le droit applicable? Jean-Jacques Rousseau le refuserait, tout comme l'oncle de Peter Parker, alias Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je vous dirais bien plutôt debeo ergo possum. Je dois, c'est donc que je peux. Car le super-héros agit par devoir et pour défendre certaines valeurs, parfois non encore partagées. C'est un avant-gardiste, c'est un justicier en costume et en cape, à la différence d'un vengeur masqué. Mais pour nous qui portons la robe et défendons le droit, nous pouvons le comprendre. Car après tout, n'est-ce pas de Cicéron que nous vient l'idée que l'État se construit par les grands hommes et les mœurs? Et je me ferai mienne cette phrase de George Orwell. Et ils le firent parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible.